Une hausse de 20% apparue brusquement en novembre 2025 fait vaciller un marché du cacao resté figé depuis des décennies. Ce décalage arithmétique en apparence modeste s'entrechoque pourtant avec un autre chiffre bien plus discret, les 5 à 8% que les acteurs européens prévoient d'ajouter au prix du chocolat, révélant une asymétrie longtemps tolérée. Que signifie vraiment pour le public cette bascule déclenchée par Ibrahim Traoré alors que les producteurs africains réclamaient une simple valeur minimale? Un déplacement silencieux du pouvoir économique s'esquisse déjà. Cette enquête promet d'expliquer comment une mesure présentée comme purement technique peut, en réalité, redessiner les rapports de force d'une filière mondiale pesant plusieurs milliards. L'enjeu central, garantir un revenu juste aux producteurs africains, tient en 10 à 12 mots, mais il porte une conséquence beaucoup plus vaste. La possibilité, pour la première fois depuis des décennies, de rompre avec une logique de sous-valorisation structurelle. Ce changement de cadre oblige les gouvernements, les coopératives et les acheteurs internationaux à revoir simultanément leurs marges, leurs contrats et leurs stratégies d'approvisionnement. Pour comprendre ce qui se joue, il faut examiner non seulement le seuil imposé, mais aussi la manière dont il affecte la stabilité rurale, la structuration régionale et la capacité des États africains à parler d'une seule voix. Un micro-hook s'ouvre ici. Si un simple prix plancher peut déplacer les marges d'une industrie entière, que deviendrait l'équilibre global si d'autres matières premières africaines reprenaient elles aussi la main sur leur valeur minimale? Dès les premières semaines suivant l'annonce de novembre 2025, un fait inattendu apparaît. Une hausse de 20% suffit à verrouiller les transactions et à empêcher les acheteurs de revenir aux anciens tarifs. Un second élément, tout aussi décisif, s'impose immédiatement. Ce même seuil, uniforme pour 3 pays, modifie d'un coup la mécanique d'un marché dominé depuis des décennies par les multinationales européennes. Pour saisir la portée de cette rupture, il faut revenir à la structure historique du cacao africain. Depuis plus de 70 ans, les producteurs exportent une matière première sous-évaluée, dont la richesse réelle ne se manifeste qu'après transformation à l'étranger. Les contrats à terme, les variations boursières et la négociation dispersée entre États ont entretenu un modèle où les cultivateurs demeuraient exposés aux chutes soudaines de prix. Dans ce contexte, chaque pays cherchait à sécuriser sa saison, mais la concurrence interne offrait aux acheteurs extérieurs un levier constant pour imposer des marges minimales. Cette asymétrie, largement documentée, constituait le socle sur lequel reposait l'industrie mondiale du chocolat. La séquence de novembre 2025 recompose ce schéma. En fixant un prix plancher commun, le Burkina Faso, le Ghana et la Côte d'Ivoire suppriment l'arbitrage régional qui permettait d'acheter au rabais. La valeur minimale du cacao cesse d'être un résultat de négociations fragmentées pour devenir un seuil politique assumé collectivement. Les premiers échanges montrent que les tentatives de contournement échouent, les intermédiaires ne peuvent plus proposer des offres inférieures et les coopératives commencent à anticiper leur prochaine saison avec une visibilité rare. Ce basculement referme la première curiosité ouverte au début du récit. Oui, une hausse apparemment modérée peut recomposer un marché entier lorsqu'elle modifie la racine du rapport producteur-acheteur. Dans cette transition, l'initiative d'Ibrahim Traoré sert de pivot, non parce qu'elle introduit un chiffre nouveau, mais parce qu'elle redéfinit l'espace de négociation autour du cacao africain. Pour comprendre comment le prix plancher se matérialise réellement sur le terrain, il faut suivre ceux qui l'ont vu se déployer au quotidien, producteurs ruraux et négociateurs africains chargés d'appliquer le nouveau cadre. Leur expérience offre un éclairage concret sur les premiers effets de la réforme. Le premier cas vient d'une coopérative du sud du Burkina Faso, longtemps contrainte d'accepter des offres fluctuantes, souvent inférieures au coût réel de production. Dès l'entrée en vigueur du seuil commun, les intermédiaires essaient de proposer des achats en dessous du prix officiel. Les cultivateurs constatent alors un changement immédiat. La saison suivante peut enfin être planifiée sans craindre un effondrement brutal du revenu. La hausse n'apporte pas une prospérité soudaine, mais elle stabilise suffisamment les flux pour que les familles puissent acheter des intrants essentiels, réparer leurs installations ou éviter l'endettement cyclique. Le second cas se déroule du côté des négociateurs ghanéens, confrontés à un grand acheteur européen
habitués à jouer sur la concurrence régionale. Avec le prix plancher uniforme, la dynamique change entièrement. L'acheteur ne peut plus opposer les trois pays et la délégation ghanéenne arrive à la table avec une marge de manœuvre qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Les discussions deviennent moins asymétriques et les concessions demandées aux producteurs reculent nettement. Ces deux trajectoires, distinctes mais complémentaires, dessinèrent une conclusion précoce. En supprimant les écarts internes, le prix plancher transforme une série de négociations fragiles en un rapport de force structuré. Le SOWAT se résume en une idée courte: une valeur minimale commune redonne aux acteurs du terrain une stabilité qui leur manquait depuis des décennies. Avant la rupture de novembre 2025, les discussions entre producteurs africains s'enlisent dans une routine épuisante. Marge trop faible, revenus instables, contrats dominés par les acheteurs étrangers. Après la décision, tout s'accélère. Chaque étape réorganise la mécanique d'un marché mondial qui croyait ses équilibres immuables. Le déclencheur est interne. Dans les villages du Burkina Faso, du Ghana et de la Côte d'Ivoire, les coopératives alertent. Vendre au prix habituel revient à subventionner, sans le dire, les multinationales. Les ministères reçoivent des signaux convergents. Les récoltes sont correctes, mais les revenus stagnent. La frustration grimpe. Le fossé entre valeur réelle et prix payé devient impossible à ignorer. Les réunions se multiplient. Les producteurs réclament une intervention nette. La fenêtre politique s'ouvre. À Ouagadougou, Accra et Abidjan, les équipes économiques comparent les scénarios. Hausse progressive, indexation souple ou choc direct. Les modèles internes donnent un verdict simple: une hausse lente serait absorbée sans effet. Un ajustement trop modéré reconduirait la même asymétrie. Seul un bond clair, ferme, indiscutable peut forcer une renégociation mondiale. Les gouvernements valident. Les discussions bilatérales confirment l'alignement. Pour la première fois depuis des décennies, 3 États décident d'avancer ensemble, sans écart, sans arrière-pensée. Vient ensuite la séquence diplomatique. Les délégations africaines préviennent discrètement certains acteurs du marché, mais sans révéler le pourcentage exact. Objectif: éviter une spéculation immédiate qui ferait monter artificiellement les primes d'achat. À Accra, les ministres verrouillent la ligne rouge. Aucune exportation ne quittera la région sous le seuil commun. Le pourcentage, 20%, n'est dévoilé qu'une fois l'accord scellé. À cet instant, la mécanique bascule. Les écrans des négociants clignotent. Les marges prévisionnelles se resserrent. Les modèles des traders deviennent caducs. La réaction européenne ne tarde pas. Menace de réduire les volumes. Tentative de basculer vers le Brésil ou la Malaisie. Pression via les intermédiaires. Mais rien ne tient. Les volumes ouest-africains sont trop importants, trop constants, trop structurants pour l'industrie chocolatée. Les alternatives ne peuvent absorber un transfert rapide. Les multinationales doivent revenir à la table, parfois en urgence. La stratégie classique, mettre les pays producteurs en concurrence, ne fonctionne plus. Le bloc africain tient. Sur le terrain, l'effet est immédiat. Les coopératives, inquiètes d'un éventuel boycott, constatent que les acheteurs reviennent malgré tout, mais cette fois au prix imposé. Les transactions reprennent. Les revenus montent légèrement, mais surtout, ils se stabilisent. Les familles peuvent enfin planifier une saison entière sans crainte d'un effondrement brutal. Acheter des engrais, réparer des installations, éviter des dettes chroniques. Ce n'est pas encore la prospérité, mais c'est la fin du vertige permanent. Dans les sièges des multinationales, l'heure est au recalcul. Les marges se resserrent, les prix en Europe doivent bouger. Les départements financiers anticipent une hausse de 5 à 8% sur les produits finis. Impact faible pour les consommateurs, mais pivot stratégique pour la chaîne. Une partie de la valeur remonte enfin vers ceux qui cultivent réellement le cacao. L'ensemble de cette séquence révèle une vérité simple. Lorsque 3 États africains agissent d'un même pas, le rapport de force n'est plus un face-à-face déséquilibré. Il devient une structure collective. Et au centre de cette bascule, l'initiative d'Ibrahim Traoré agit comme un nœud politique qui modifie durablement la trajectoire du marché. Avant novembre 2025, le prix moyen d'exportation du cacao africain se maintenait autour d'un niveau stable, mais structurellement insuffisant. Après l'instauration du seuil commun, la hausse obligatoire de 20% devient le delta qui verrouille toute tentative de retour aux anciennes marges. Ce passage d'un prix plancher
implicite à un seuil formel modifie la logique des transactions, car la valeur minimale cesse d'être une résultante chaotique des contrats pour devenir un repère économique fixe. Le premier indicateur apparaît dans les revenus directs des producteurs. Dans plusieurs zones rurales du Burkina Faso, les coopératives observent une progression concrète grâce à la majoration de 20%. Ce gain reste modéré, mais il permet enfin des investissements simples. Réparer des équipements, acheter des intrants essentiels ou maintenir les enfants à l'école sur une saison complète. La phrase explicative, ce type de revenu stabilisé protège les familles des effondrements imprévus. Ce chiffre, pourtant modeste, réduit la vulnérabilité chronique qui caractérisait jusqu'alors les petits exploitants face aux fluctuations boursières. Le deuxième indicateur concerne le marché européen. Les analystes anticipent une augmentation de 5 à 8% du prix final du chocolat. Cette variation reste absorbable pour les consommateurs, car les produits chocolatés disposent déjà de marges importantes. La phrase explicative, cette élasticité prouve que la chaîne peut supporter la revalorisation africaine. En d'autres termes, la hausse ne suffit pas à provoquer un effondrement de la demande, ce que redoutaient certains observateurs. Le glissement des prix sur les rayons traduit ainsi un rééquilibrage discret mais soutenable entre production et transformation. Le troisième indicateur se lit dans l'économie régionale. Une étude citée par les autorités africaines mesure plusieurs milliers d'emplois créés ou consolidés grâce à l'extension de petites unités de transformation locale. Ce chiffre n'est pas massif à l'échelle continentale, mais il marque un pivot stratégique. Le cacao cesse d'être une matière strictement exportée et commence à nourrir un tissu industriel émergent. La phrase explicative, cette dynamique amorce un déplacement réel de la valeur ajoutée vers l'Afrique. Les capacités locales, encore modestes, gagnent en légitimité économique au sein même des régions productrices. Ces trois blocs de données convergent vers une conclusion unique. La réforme n'est pas un ajustement symbolique, mais une structure économique qui stabilise le revenu rural, teste l'élasticité réelle du marché mondial et ouvre une première brèche industrielle dans des zones longtemps maintenues dans un rôle de fournisseur brut. La hausse de 20% forme l'ancrage du modèle. Le glissement de 5 à 8% en Europe définit la limite concrète du choc. Les emplois ruraux incarnent la première phase d'un glissement structurel que les gouvernements envisagent désormais comme reproductible. Ce dispositif quantitatif referme la deuxième curiosité ouverte plus tôt. Si le prix plancher peut transformer une filière entière sans faire chuter la demande mondiale, alors la question n'est plus de savoir s'il peut être reproduit ailleurs, mais jusqu'où ce cadre peut s'étendre dans l'économie africaine. Les critiques les plus sérieuses adressées au prix plancher se structurent autour de deux objections majeures, toutes deux ancrées dans des raisonnements économiques classiques. La première avance que la hausse de 20% rend le cacao africain mécaniquement moins compétitif face à des origines comme le Brésil ou la Malaisie. Dans cette perspective, la logique serait simple. Si les prix montent trop vite, les acheteurs se détourneront progressivement de l'Afrique de l'Ouest, rééquilibrant leurs achats vers des fournisseurs moins chers. Cette thèse s'appuie sur une vision standard du marché mondial où la moindre translation de prix peut entraîner un transfert soudain des volumes. La seconde objection adopte un angle interne. Elle suggère que la garantie d'un prix plancher encouragerait, volontairement ou non, une surproduction locale. Selon ce scénario, si les rendements augmentent plus vite que la demande mondiale, les pays producteurs se retrouveraient face à des excédents coûteux à gérer. Les critiques évoquent alors l'hypothèse d'un marché intérieur saturé, dépendant d'un prix artificiellement maintenu par décision politique plutôt que par dynamique réelle. Pour répondre à ces deux objections sans les minimiser, il faut revenir aux faits observables depuis l'instauration du seuil commun. Concernant la compétitivité, l'expérience des premières semaines montre une réalité différente. Malgré la hausse, les acheteurs européens reviennent aux négociations. Les tentatives initiales de pression, réduction temporaire des volumes, menaces de transfert vers d'autres origines, échouent, car les capacités alternatives ne peuvent absorber ni les volumes, ni la constance de la production ouest-africaine. La position du triptyque Burkina Faso, Ghana, Côte d'Ivoire reste structurellement incontournable dans la chaîne chocolatée.
Quant au risque de surproduction, les données de terrain révèlent un mouvement beaucoup plus modéré. Les revenus stabilisés permettent principalement de maintenir les exploitations existantes, réparation, intrants essentiels, continuité des cultures. Rien n'indique une expansion incontrôlée pouvant provoquer des stocks massifs. La dynamique actuelle protège surtout les producteurs contre l'effondrement cyclique des années précédentes. Ainsi, les deux critiques posent des questions pertinentes, mais aucune ne correspond encore aux mécanismes observés sur le terrain depuis la mise en place du prix plancher. Un détail change tout. Au moment où les négociations se réorganisent autour du prix plancher, un élément discret mais stratégique apparaît dans les discussions internes. Le mécanisme n'a jamais été conçu uniquement pour revaloriser le cacao brut. Les équipes économiques et diplomatiques des trois pays envisagent déjà une étape suivante, plus structurante encore. Traiter une fraction croissante du cacao directement sur place afin de capter une part réelle de la valeur ajoutée, aujourd'hui dominée par les transformateurs étrangers. Ce glissement d'intention, passé sous les radars au début, reconfigure la lecture de l'ensemble du dispositif. Les acheteurs européens découvrent que la hausse de 20% n'est pas un aboutissement, mais une première strate. Derrière le seuil minimal s'esquisse une trajectoire où l'Afrique productrice ne se contente plus d'exporter une matière première sous-payée, mais prépare les conditions d'un tissu industriel régional. Les premières unités semi-industrielles testent discrètement cette transition. Et les coopératives s'y projettent déjà. Dans cette dynamique, l'initiative impulsée par Ibrahim Traoré prend une autre dimension. Et elle ne sert plus seulement à stabiliser un revenu, mais à repositionner durablement la chaîne cacao-chocolat. La curiosité ouverte plutôt trouve ici son point de bascule. Si un prix plancher peut secouer un marché, la transformation locale, elle, peut le redessiner. Les effets de la réforme deviennent tangibles lorsqu'on les observe à travers 4 cercles distincts. Les familles rurales, NN, les acteurs économiques intermédiaires, DN, les marchés internationaux, ND, et la dynamique politique régionale, CAFAV. Chacun subit le même changement, mais à une échelle et selon une logique différente, révélant la profondeur structurelle du prix plancher instauré sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. D'abord, pour les familles productrices rurales, dans les villages du Burkina Faso, du Ghana et de la Côte d'Ivoire, la hausse de 20% ne crée pas une prospérité immédiate, mais elle stabilise enfin un revenu historiquement fragile. Les producteurs peuvent acheter leurs intrants sans s'endetter, maintenir les enfants à l'école toute l'année et réparer des installations souvent laissées en attente, faute de marge. Cette régularité nouvelle change la nature même de la vie quotidienne. Le cacao cesse d'être un pari risqué et redevient un outil de progression. L'effet principal n'est pas la richesse, mais la prévisibilité, un élément qui manquait depuis des décennies. Ensuite, du côté des coopératives et des transporteurs, coopératives, transporteurs et petites unités locales, les coopératives gagnent en pouvoir de négociation grâce au seuil minimal commun. Elles peuvent désormais structurer des contrats de plus longs, réduire la pression des acheteurs opportunistes et organiser la collecte de manière plus cohérente. Les transporteurs bénéficient d'une meilleure visibilité, les volumes deviennent plus réguliers, les trajets plus stables, les équipes plus faciles à maintenir. Parallèlement, les premières unités de transformation locale, encore modestes mais en expansion, profitent d'un cacao initialement mieux valorisé, ce qui rend les investissements industriels plus crédibles qu'auparavant. Pour ce groupe, le prix plancher agit comme un socle logistique et organisationnel. Puis, sur les marchés internationaux, marchés, multinationales et consommateurs internationaux. En Europe, les prévisions de hausse de 5 à 8% sur les tablettes de chocolat créent une tension mesurée mais ne provoquent pas de rupture de demande. Les distributeurs renégocient dans leurs marges, certaines entreprises temporisent, mais l'essentiel du marché absorbe le glissement sans secousse majeure. Les multinationales, en revanche, doivent réviser leur modèle d'approvisionnement. Arbitrage interne, recalcul de marge, nouvelle stratégie de sécurisation des volumes africains. La réforme dévoile ainsi la véritable élasticité de la chaîne. Malgré l'augmentation du coût initial, l'industrie ne se contracte pas, ce que beaucoup jugeaient improbable avant la réforme. Enfin,
Au niveau géopolitique régional, États africains, diplomatie régionale et positionnement géopolitique, la coordination Burkina Faso, Ghana, Côte d'Ivoire, rarement aussi serrée, confère à la région un poids politique inédit. Les trois gouvernements découvrent qu'un front uni peut imposer au marché mondial une structure durable plutôt qu'un ajustement ponctuel. Cette cohésion crée un précédent diplomatique. Si l'Afrique de l'Ouest peut imposer un prix minimal sur un produit aussi stratégique, d'autres filières, café, coton, karité, minerais, pourraient suivre la même logique. Le prix plancher devient alors un signal géopolitique autant qu'économique. À travers ces quatre prismes, la réforme révèle sa nature profonde. Non pas un simple outil de revalorisation, mais un levier qui restructure simultanément le revenu rural, la chaîne logistique, les marchés internationaux et l'architecture politique régionale. Chaque groupe perçoit un angle différent, mais tous observent la même réalité. La valeur du cacao africain ne dépend plus uniquement du marché extérieur, mais d'une décision collective capable d'en redéfinir les bases. À 6 mois de l'instauration du prix plancher, 3 trajectoires possibles se dessinent pour les 12 prochains mois. Elles ne prédisent pas l'inévitable. Elles offrent des cadres opérationnels permettant de comprendre comment les États producteurs, les acteurs industriels et les marchés internationaux pourraient réagir à mesure que la réforme se consolide. Chacune repose sur les données déjà observées sur le terrain et sur les ajustements structurels enclenchés sous l'impulsion initiale d'Ibrahim Traoré. D'abord, scénario de base, continuité contrôlée. Dans cette trajectoire, les tendances des premières semaines se prolongent. Les exportations restent alignées sur le seuil commun et les acheteurs européens ajustent progressivement leurs marges. Les coopératives améliorent leur organisation, les États renforcent les contrôles contre les ventes clandestines et la chaîne logistique s'adapte à un marché plus prévisible. La priorité devient la discipline interne, maintenir la cohésion Burkina Faso, Ghana, Côte d'Ivoire pour éviter toute brèche dans le dispositif. Les prix du chocolat en Europe continuent de glisser légèrement, mais sans provoquer de changement notable dans la demande. C'est un scénario stable, mais exigeant en coordination politique. Ensuite, scénario optimiste, effet de levier régional. Ici, la stabilisation des revenus ruraux entraîne une accélération des investissements dans la transformation locale. De nouvelles unités semi-industrielles apparaissent, les coopératives se regroupent pour négocier des contrats de premium et les acheteurs internationaux diversifient leurs partenariats pour sécuriser les volumes africains. L'Afrique de l'Ouest commence à capter un pourcentage plus élevé de la valeur ajoutée, ce qui renforce sa souveraineté économique. Les 3 États producteurs consolident leur crédibilité diplomatique et envisagent d'étendre la logique du prix plancher à d'autres matières premières. Ce scénario repose sur une montée en capacité logistique et industrielle, mais il révèle le potentiel d'une réforme qui dépasserait largement le cacao. Puis, scénario défavorable, pression extérieure et tension interne. Dans cette hypothèse, certains transformateurs européens testent la solidité de l'alliance en réduisant temporairement leur volume. Les stocks s'accumulent dans les ports africains, les coopératives subissent des délais de paiement et les gouvernements doivent résister à la tentation d'assouplir les règles pour soulager les producteurs. Une baisse ponctuelle des exportations devient alors un test politique majeur. Ce scénario exige une coopération régionale extrêmement serrée, ainsi qu'une capacité de stockage suffisante pour éviter que la pression extérieure ne fracture le consensus entre États. Plutôt que de parier sur un scénario unique, il faut lire ces trajectoires comme 3 couches simultanées. Stabilité, opportunité, vulnérabilité. Comprendre la réforme, c'est accepter qu'elle avance par tensions successives. Certaines renforcent le dispositif, d'autres le menacent. Mais toutes révèlent la nature d'un rapport de force en pleine recomposition. Pour mesurer l'ampleur réelle du prix plancher, il faut l'observer non plus par les chiffres ou les modèles économiques, mais par ce qu'il change dans la vie de 3 cercles de public: les consommateurs, les communautés rurales africaines et les acteurs intermédiaires de la chaîne cacao-chocolat. Chacun perçoit la réforme à un niveau différent, mais tous ressentent une forme de déplacement silencieux dans la manière dont la valeur circule. Pour les consommateurs, la hausse de 5 à 8% sur les produits chocolatés transforme un geste banal en prise de conscience. Beaucoup découvrent que derrière une tablette abordable se cachent des rémunérations longtemps fragiles.
Le changement principal n'est donc pas budgétaire, mais culturel. La notion de prix juste devient plus visible, plus discutée, plus assumée dans l'espace public. Dans les communautés rurales africaines, l'impact est plus concret. Une saison entière peut enfin être planifiée sans dépendre des caprices boursiers. Les familles achètent leurs intrants sans s'endetter, couvrent les frais scolaires sur toute l'année et réparent des installations auparavant laissées en attente. Le cacao cesse d'être une loterie épuisante pour redevenir une activité capable de porter une trajectoire de vie. Les acteurs intermédiaires, coopératives, transporteurs, petites unités de transformation vivent une autre forme de rééquilibrage. Le seuil minimal leur offre un socle stable pour organiser la logistique, négocier avec plus de fermeté et investir dans des capacités locales. La chaîne, souvent fracturée, s'assemble davantage autour d'une cohérence nouvelle. Deux Gua Igno se dégagent pour le public. Considérer le chocolat non comme un produit isolé, mais comme une chaîne humaine complète, et reconnaître que des ajustements minimes sur les prix peuvent soutenir des transformations profondes lorsqu'ils sont portés collectivement. Pour que le prix plancher devienne un cadre durable plutôt qu'une parenthèse fragile, les pays producteurs doivent suivre une lotrine structurée autour de 5 axes complémentaires. Chacun vise à transformer l'élan initial, porté en partie par l'impulsion politique d'Ibrahim Traoré, en système économique résilient capable de résister aux pressions extérieures et aux fluctuations du marché mondial. D'abord, discipline interne renforcée, les gouvernements doivent empêcher toute vente en dessous du seuil, harmoniser les sanctions, certifier chaque lot exporté et multiplier les contrôles aux frontières. Sans cohérence interne, la réforme se fissurerait au premier test. La stabilité du mécanisme dépend de la rigueur appliquée au quotidien, bien plus que de son annonce initiale. Ensuite, accélération de la transformation locale, développer des unités de broyage, moderniser les infrastructures existantes et encourager les partenariats publics-privés permettrait de capter une partie de la valeur ajoutée traditionnellement transférée à l'étranger. Une telle montée en capacité réduirait la dépendance vis-à-vis des marchés européens et solidifierait une base industrielle naissante. Puis, montée en compétence des producteurs, formeur les cultivateurs aux pratiques agricoles durables, à la gestion des sols et à l'utilisation d'intrants adaptés garantit une production stable et de meilleure qualité. Cette étape est essentielle pour éviter la surproduction redoutée par certains critiques et pour assurer une productivité contrôlée alignée sur la demande mondiale. Enfin, coopération régionale consolidée, Burkina Faso, Ghana et Côte d'Ivoire doivent maintenir un front uni dans les négociations internationales. Cette alliance constitue le levier principal pour peser face aux acheteurs mondiaux et préserver la solidité du prix plancher. 5. Diversification des débouchés. Multiplier les accords commerciaux en Asie, au Moyen-Orient ou en Amérique latine réduit la dépendance historique envers l'Europe et protège les exportations contre les pressions tarifaires. Cette feuille de route n'est pas un luxe stratégique. Elle est la condition indispensable pour transformer une victoire politique en architecture économique durable. Le fil du récit revient naturellement vers ceux qui ont incarné les premiers effets du prix plancher, les producteurs du sud du Burkina Faso et les négociateurs ghanéens évoqués plus tôt.